To me too's? Mechanical. Ça n'a rien à voir avec la musique. J'essaie d'avoir une relation avec mes enfants et je n'y arrive pas. Gayle King se souvient précisément de la minute où son mariage a pris fin. Pas le jour, la minute. Elle a franchi le seuil de sa porte à 21h16 et a découvert une vérité qui allait bouleverser sa vie. Son mari l'a supplié de le pardonner. Elle a essayé de rester, mais certaines blessures ne guérissent jamais. Après 13 ans chez CBS, Gayle prend sa retraite et William Bumpus vient de rompre le silence en faisant une confession qui explique pourquoi elle ne pourra plus jamais faire entièrement confiance. Le lien entre cette nuit de 1990 et ses adieux en 2026 est plus sombre qu'on ne l'imaginait. L'histoire de Gayle King commence dans un lieu qui paraissait impeccable de l'extérieur. Mais qui, de l'intérieur, était loin d'être simple. Elle est née le 28 décembre 1954 à Chevy Chase, dans le Maryland, une banlieue aisée où les familles noires étaient rares et où la différence était difficile à dissimuler. Elle était l'aînée des 4 filles de Peggy Tucker, femme au foyer, et de Scott King, ingénieur électricien au service du gouvernement américain. Sur le papier, sa vie semblait paisible, digne d'une famille de classe moyenne. Pourtant, cette stabilité fut de courte durée, car alors que Gayle était encore une petite fille, toute bascula. À 6 ans, elle fut brutalement arrachée à sa vie et emmenée à Ankara, en Turquie, où son père avait été muté pour le gouvernement durant la guerre froide. Du jour au lendemain, elle vivait dans une ville qui lui était totalement étrangère, avec ses rues bondées, ses marchés à ciel ouvert, ses moutons et l'appel à la prière qui résonnait tout au long de la journée. Pour une jeune fille, cela a dû être comme entrer dans un autre monde. De la première à la 6e année, Gayle a grandi dans cette entre-deux culture, cherchant à comprendre une vie si différente de celle qu'elle avait laissée derrière elle. Elle fréquentait une école américaine à Ankara, mais même là, elle détonnait. Elle était souvent la seule fille noire, et ce genre d'isolement marque, surtout un enfant. En dehors de l'école, la ville vibrait de mouvements et de couleurs, mais elle pouvait aussi lui paraître étrange et lointaine. Elle voyait des choses que beaucoup d'enfants américains ne voyaient jamais. Elle arpentait des lieux insolites, écoutait des langues inconnues et apprenait à quel point les gens remarquent vite ceux qui ont une apparence différente. Chez elle, elle ne trouvait ni le confort rassurant de la télévision, ni les habitudes qu'elle aurait pu connaître aux États-Unis. À la place, il y avait des livres, de vastes étendues d'imagination et un monde intérieur en constante expansion, car le monde extérieur était si incertain. Cette vie l'a rendue observatrice. Elle l'a aussi endurcie. Tandis que les autres enfants grandissaient dans un seul quartier et une seule culture, Gayle apprenait à décrypter les situations, à s'adapter et à se comporter lorsqu'elle se sentait en décalage. Sa famille voyageait beaucoup durant ces années, et ces voyages n'ont fait qu'enrichir l'étrangeté de son enfance. Elle a vu Paris, elle a vu Athènes, elle a traversé des lieux empreints de tension, de beauté et de trouble, même si elle ne pouvait pas encore tout comprendre. Alors que la plupart des enfants commençaient à peine à bien connaître leur ville natale, Gayle avait déjà vécu à l'étranger et accumulé des souvenirs de lieux que beaucoup d'adultes ne verront jamais. Puis survint un autre bouleversement. En 1966, la famille retourna aux États-Unis et Gayle découvrit que rentrer à la maison n'avait rien à voir avec un retour aux sources. Elle était de retour dans le Maryland, mais elle n'était plus la même jeune fille. Elle avait acquis de nouvelles habitudes, de nouveaux sons et une vision du monde plus large. Au lieu d'être accueillie à bras ouverts, elle se sentait souvent jugée. Les autres enfants remarquaient immédiatement les différences. Son accent paraissait étranger. Ses expériences semblaient étranges. Ce qui était devenu normal pour elle la faisait soudainement ressortir à nouveau. Alors, elle a commencé à faire ce que font beaucoup de jeunes pour survivre socialement. Elle a refoulé une partie d'elle-même. Elle a caché ce qui lui semblait trop étranger. Elle a essayé de se fondre dans la masse. Malgré tout, ce sentiment d'être légèrement à l'écart ne la quittait pas. Elle avait vécu à l'étranger, mais de retour en Amérique à une époque de profond bouleversement culturel. Elle se sentait déconnectée de certains aspects de cette culture. Son séjour à l'étranger lui avait fait manquer des moments clés de la vie des Afro-Américains. À son retour, ce fossé était bien réel. Elle savait qui elle était, mais elle savait aussi qu'elle ne correspondait pas aux attentes des autres. Cette tension l'a forgée. Elle a aiguisé son esprit. Elle a éveillé sa conscience. Elle lui a aussi donné ce qui allait devenir plus tard l'une de ses plus grandes forces. La capacité à créer des liens avec les autres tout en comprenant ce que signifie être différent. En grandissant, cette résilience l'a accompagnée à l'école puis à l'université.
En 1972, elle s'inscrit à l'Université du Maryland et étudie la psychologie. Au départ, rien ne la prédestinait à la télévision. Elle n'était pas de ces étudiants qui, depuis l'enfance, rêvaient d'une carrière dans les médias. Elle ne recherchait pas la célébrité. Elle cherchait à construire son avenir et la psychologie lui semblait une voie sérieuse et concrète. Pourtant, la vie réserve parfois des surprises, ouvrant des portes là où on ne les attend pas. Pour Gail, cette porte s'est présentée en plein milieu de ses études. En 1975, encore étudiante, elle a décroché un emploi à temps partiel à la chaîne WTOP-TV à Washington, D.C. Un travail peu glamour. Elle gérait les scripts, faisait des courses et s'occupait des petites tâches qui font tourner une rédaction. Mais ce qui comptait, ce n'était ni le titre ni le salaire. Ce qui comptait, c'était l'énergie qui régnait dans ce lieu. Elle a découvert de l'intérieur le fonctionnement de la télévision en direct. Elle a ressenti la pression, le rythme effréné et cette étrange excitation qui accompagne le fait d'être au cœur de l'actualité brûlante. Les projecteurs du studio, les comptes à rebours, la tension de dernière minute quand un imprévu survenait, tout cela la captivait. Très vite, elle réalisa qu'elle se sentait plus vivante dans cet environnement que plongée dans ses manuels et ses études de cas en psychologie. Cette prise de conscience changea tout, même si ce ne fut pas du jour au lendemain. Diplômée en psychologie en 1976, elle choisit de ne pas suivre la voie toute tracée du conseil psychologique ou des études supérieures. Elle accepta donc un poste d'assistante de production à DJZV à Baltimore. C'était le genre de poste que beaucoup négligent, car le travail se déroule dans l'ombre. Elle rédigeait des textes, gérait les appels téléphoniques, s'occupait de petites tâches et restait loin des projecteurs. Pourtant, parfois, les années les plus importantes d'une vie commencent précisément dans ces lieux invisibles. C'est là que Gail apprenait le métier. Elle observait, s'imprégnait et prenait ses marques dans un domaine qu'elle n'avait pas prévu d'intégrer, mais qu'elle commençait à adorer. AWJZ. Une autre rencontre déterminante l'attendait discrètement. Oprah Winfrey était là aussi, plus jeune que la légende qu'elle allait devenir. Elle était déjà à l'antenne et cherchait déjà à se faire une place dans une rédaction qui n'était pas faite pour les femmes comme elle. Au début, Gail et Oprah étaient simplement collègues. Elles se connaissaient de nom, sans vraiment se connaître. L'une travaillait derrière la caméra, l'autre sous les projecteurs. Elles empruntaient les mêmes couloirs, mais leurs univers au sein de la station restaient distincts. Puis, par une nuit d'hiver de 1976, Baltimore fut frappée par une tempête de neige qui changea tout. Les conditions météorologiques rendaient le retour à domicile difficile pour Gail, et Oprah lui proposa de l'héberger. Ce geste de bonté aurait pu s'arrêter là. Au lieu de cela, il marqua le début d'une des amitiés les plus célèbres des médias modernes. Gail s'attendait à une simple nuit chez Oprah pour passer la tempête. Elle se retrouva au cœur d'une longue conversation qui dura toute la nuit. Elles parlèrent longuement, évoquant leurs peurs, leurs rêves, des histoires de famille, des souvenirs douloureux et le sentiment d'être de jeunes femmes noires cherchant leur place dans un monde où elles se sentaient souvent seules. Le lendemain matin, quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus simplement des collègues de la même station. Ils s'étaient vus clairement. Et une fois ce lien établi, il s'est renforcé. Cette amitié est devenue l'un des piliers de la vie de Gail. Mais sa propre carrière devait encore se construire progressivement. Elle est restée à la télévision parce qu'elle était tombée amoureuse du métier lui-même et pas seulement de l'idée qu'elle s'en faisait. Sa formation en psychologie lui a été bien plus utile qu'on ne l'aurait cru. Elle lui a appris l'écoute, la capacité à percevoir les émotions d'autrui et à poser des questions qui incitaient les gens à s'ouvrir plutôt qu'à se replier sur eux-mêmes. Ces compétences allaient devenir sa marque de fabrique bien avant que la plupart des téléspectateurs ne puissent les identifier. Après Baltimore, elle a poursuivi son ascension professionnelle. Elle a travaillé à Kansas City, puis en 1980, elle est arrivée à WFSB-TV à Hartford, dans le Connecticut. Ce changement allait marquer un tournant décisif dans sa vie. Hartford n'était pas la destination des projecteurs. Ce n'était pas un lieu de célébrité. Pourtant, c'est là que Gail s'est véritablement épanouie, tant comme journaliste que comme femme. AWFSB, elle travaillait sans relâche, couvrait l'actualité locale, gagnait la confiance des téléspectateurs et devenait un visage familier dans les foyers du Connecticut. Soir après soir, elle était présente. Elle a couvert les élections, les tragédies, les histoires de la communauté et le quotidien de l'actualité locale. Elle ne recherchait pas la notoriété. Elle se forgeait une crédibilité.
Ce travail acharné et discret avait son importance. Au fil du temps, les téléspectateurs ont appris à lui faire confiance car elle ne cherchait pas à tout prix à les impressionner. Elle paraissait authentique, stable et chaleureuse. Elle pouvait être sérieuse sans être froide. Elle pouvait être drôle sans perdre le fil de l'action. Cet équilibre est rare et le public le remarque. Au fil des années, elle s'est profondément attachée à Hartford. C'est là qu'elle a fait ses premiers pas professionnels, mais aussi là que s'est déroulée une grande partie de sa vie personnelle. En 1982, elle a épousé William Bumpus, un avocat. Ensemble, ils fondèrent une famille et eurent 2 enfants, Kirby et William Jr. En apparence, Gail semblait avoir trouvé la vie dont tant de gens rêvaient, une carrière brillante, un mariage, des enfants et une réputation grandissante dans la communauté. Pourtant, derrière cette façade, la réalité était plus complexe. Elle jonglait entre les réveils matinaux, les échéances, son rôle de mère et les exigences constantes de la télévision. Parallèlement, son mariage était marqué par des souffrances qui allaient plus tard être révélées au grand jour. Leur relation finit par se briser et le divorce, en 1993, fut une épreuve particulièrement difficile de sa vie. Cette douleur ne l'a pas détruite. Bien qu'elle l'ait profondément marquée, elle a continué à travailler. Elle a continué à être présente. Elle a conservé la même grâce à laquelle les téléspectateurs avaient appris à la connaître. Cette capacité à rester imperturbable face au chagrin est devenue une de ses forces. Elle lui a également conféré une plus grande profondeur émotionnelle en tant qu'intervieweuse, car ceux qui ont été brisés et se sont reconstruits savent souvent comment accueillir la douleur des autres sans détourner le regard. Alors même que Gail devenait une présentatrice locale très appréciée, Oprah connaissait une ascension fulgurante sur la scène nationale. Leur vie prenait des chemins différents, mais leur amitié n'en était que plus forte. La notoriété d'Oprah a progressivement attiré l'attention sur Gail, sans pour autant révéler son talent. Elle a simplement suscité la curiosité du public envers la femme en qui Oprah avait le plus confiance. À Hartford, les collègues de Gail entendirent des récits de ses visites et aventures avec Oprah. Et de temps à autre, ce monde parallèle s'immisçait dans le paysage télévisuel local. Malgré tout, Gail restait concentrée sur son propre travail. Tandis qu'Oprah devenait une figure internationale, Gail continuait de travailler sans relâche pour atteindre l'excellence. Finalement, des opportunités nationales commencèrent à se présenter. Certaines furent éphémères, certaines couronnées de succès, d'autres non. En 1997, avec le soutien d'Oprah, Gail lança le Gayle King Show, un talk show diffusé en syndication. Cela semblait être une percée majeure, et à certains égards, ce fut le cas, car cela la propulsa sur un terrain beaucoup plus vaste. Pourtant, le succès à la télévision n'est jamais garanti. Malgré un soutien indéfectible, l'émission n'a pas duré. Elle a été annulée après une seule saison. Et ce genre de déception publique peut ébranler n'importe qui. Pour beaucoup, l'échec d'une émission aurait pu sonner le glas d'un rêve. Pour Gail, ce fut une nouvelle leçon de persévérance. Elle n'a pas disparu après ce revers. Au contraire, elle a trouvé une autre voie et a étendu son influence d'une manière différente. En 1999, elle a rejoint le magazine O, le magazine d'Oprah, en tant que rédactrice en chef. Ce rôle l'a fait connaître à des millions de lecteurs qui ne la connaissaient peut-être pas par le biais de la télévision locale. À l'écrit comme à l'écran, la voix de Gail se distinguait par son authenticité. Elle écrivait d'une manière qui donnait aux lecteurs l'impression qu'elle s'adressait directement à eux. Elle partageait des fragments de sa vie, y compris des vérités douloureuses. Et cette sincérité a permis au public de se sentir proche d'elle, au-delà de son rôle de présentatrice ou d'amie célèbre. Puis, un autre chapitre télévisuel s'est ouvert. En 2011, Gail a animé une émission sur la nouvelle chaîne d'Oprah, OWN. Cela lui offrit une nouvelle tribune nationale et une nouvelle occasion de démontrer son talent à plus grande échelle. Mais même cette opportunité déboucha rapidement sur quelque chose d'encore plus important. Plus tard dans l'année, elle accepta de rejoindre l'équipe de CBS This Morning. Et en janvier 2012, elle décrocha le rôle qui allait changer la perception qu'avait tout le pays d'elle. À l'époque, CBS tentait de redresser une émission matinale en difficulté. Et tout le monde ne croyait pas à la réussite de cette formule. Gail fit ses débuts aux côtés de Charlie Rose, puis de Norah O'Donnell. Dès le départ, une alchimie s'est créée. Elle incarnait le sérieux sans la rigidité, la simplicité sans la profondeur. Elle pouvait s'asseoir avec des célébrités, des politiciens, des familles endeuillées et des personnes impliquées dans des scandales et parvenir à rendre la conversation profondément humaine. Les émissions matinales ont souvent tendance à tomber dans l'excès, à être soit trop douces, soit trop dures. Gail, elle, savait trouver le juste milieu.
Cet équilibre a contribué à transformer l'émission. Au fil des ans, sa présence est devenue l'une des principales raisons de la fidélité des téléspectateurs de CBS. L'émission a pris de l'ampleur. Les audiences ont progressé. La critique l'a remarqué. Les téléspectateurs lui faisaient de confiance. Elle avait passé des décennies à préparer ce moment. De l'extérieur, cela a pu paraître soudain. En réalité, il n'y avait rien de soudain. La notoriété nationale est simplement arrivée tardivement à un travail qu'elle accomplissait déjà depuis des années. Cette visibilité nationale a également engendré des épreuves plus difficiles. En 2017, Charlie Rose a été licencié suite à de multiples allégations d'inconduite sexuelle. Ce fut un moment douloureux et très médiatisé pour l'émission et pour tous ceux qui y étaient liés. Gayle a réagi avec honnêteté et sang-froid. Elle n'a pas esquivé la réalité de la situation. Elle s'est exprimée clairement, même sous le choc. Et cela n'a échappé à personne. Les téléspectateurs ont constaté que sa crédibilité restait intacte malgré les difficultés. Au contraire, elle s'en est trouvée renforcée. Au fil des années, Gayle a également fait ses preuves lors d'événements d'actualité majeure. Elle a couvert des tragédies qui ont bouleversé le pays. Elle a fait son reportage malgré la douleur, la violence et la peur. It's a Force, dans ces moments-là, résidait dans sa capacité à ne jamais perdre de vue l'aspect humain des histoires. Elle n'a pas réduit la douleur à de simples gros titres. Elle a donné la parole à des personnes qui ont donné une dimension personnelle à ses reportages, sans pour autant les centrer sur elles-mêmes. Et c'est plus difficile qu'il n'y paraît. En mars 2019, Gayle King s'est entretenue avec R. Kelly a contribué à créer l'un des moments les plus inoubliables de l'histoire de la télévision en direct. Le contexte a rendu l'interview d'autant plus poignante. Quelques semaines auparavant, la série documentaire Surviving R avait été diffusée. Kelly avait rendu public des années d'allégations d'abus. Le 22 février 2019, il s'est rendu à la police de Chicago et a été inculpé de 10 chefs d'accusation d'agression sexuelle aggravée sur 4 femmes, dont 3 étaient mineures au moment des faits. La pression était déjà intense. Lorsque Gayle a décroché l'interview que personne d'autre n'avait pu obtenir, le pays tout entier retenait son souffle. L'entretien a été filmé au domicile de Kelly à Chicago. Dès le départ, Gayle a compris à quoi s'attendre. D'autres journalistes convoitaient l'interview, mais c'est l'équipe de Kelly qui l'a choisi. Ce seul fait en faisait un atout majeur. Pourtant, elle n'était pas prise au dépourvu. Avant de s'entretenir avec lui, elle avait déjà parlé à Azriel Clary et Joyce Savage, 2 jeunes femmes de son entourage, et elle était préparée, avec des questions pertinentes et une grande maîtrise de la situation. Elle avait également accepté certaines limites avant le début de l'interview. Aucune question ne serait posée sur Aaliyah en raison des procédures judiciaires en cours, et il ne serait pas question d'éventuelles nouvelles accusations. Malgré ces règles, l'interview a dégénéré. Sous la pression de Gayle, Kelly a naillé un bloc. Il s'est défendu avec acharnement, accusant les blogs et les mensonges et affirmant que des gens cherchaient à le détruire. Mais Gayle n'a pas laissé la tension du moment influencer son ton. Elle est restée concentrée et a continué à poser les questions essentielles. Lorsqu'elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a demandé s'il avait déjà eu des relations sexuelles avec une mineure de moins de 17 ans, il a répondu sèchement et à plusieurs reprises par la négative. Pourtant, elle garda son calme, et ce calme devint le fil conducteur de tout l'échange. Elle ne cherchait pas à rivaliser avec son énergie, elle la laissait le révéler. Puis survint l'instant qui changea tout. Aux alentours de la 21 minute de l'interview, Kelly perdit soudainement le contrôle. Il se leva d'un bond, se mit à se frapper de la poitrine, agita les bras et hurla en pleurant. Il criait qu'il se battait pour sa vie. Il hurlait que des gens étaient en train de le tuer. Il a déclaré avoir donné 30 ans de sa vie et ne pas comprendre pourquoi personne ne le croyait. C'était bruyant, chaotic, poignant, impossible à ignorer. Pendant quelques minutes, l'interview a cessé de ressembler à un simple reportage télévisé pour se transformer en un effondrement public en direct. Ce qui rendait la scène encore plus saisissante, c'était la réaction de Gayle. Elle n'a pas bondi, elle n'a pas paniqué, elle n'a pas crié. Elle est restée assise, les jambes croisées, son bloc-notes à la main, gardant une voix basse et posée. À maintes reprises, elle répétait doucement « Robert », tentant de le calmer sans perdre le contrôle de la situation. Alors qu'il se déchaînait à quelques mètres d'elle, elle restait imperturbable. Ce contraste a donné à la vidéo une dimension qui dépassait le cadre d'une simple interview de célébrité. Son chaos faisait du bruit, mais son calme était éloquent. Plus tard, Gayle a admis avoir eu un moment d'inquiétude. Elle a expliqué que ses bras s'agitaient si violemment qu'elle a craint qu'il ne la frappe par accident. Même à ce moment-là, elle est restée concentrée sur la fin de l'interview.
Elle savait que si elle se levait ou rompait le silence, l'interview serait probablement terminée. Alors, elle laisse rester exactement où elle était et a laissé la situation se dérouler. Cette décision a été cruciale. Elle a permis de continuer à filmer et à montrer aux téléspectateurs à quoi ressemble vraiment le sang-froid sous pression. Une fois l'extrait diffusé, Internet s'est enflammé. Dès le lendemain, des gens du monde entier partageaient la vidéo, citant Gail, citant Kelly, et transformant l'expression de Gail en l'un des mèmes les plus populaires sur les réseaux sociaux. Son visage est devenu l'image de toutes les situations, des dîners de famille gênants aux crises de nerfs en public. Parallèlement, les grands médias ont publié de nombreux articles, tous convergeant vers le même constat. Gail avait affronté la tempête sans broncher. C'était l'histoire dont tout le monde parlait. L'interview a pris une telle ampleur que CBS l'a rapidement transformée en émission spéciale en prime time. Ce simple geste témoignait de l'impact considérable des images. La chaîne a offert à Gail une rare tribune le vendredi soir et a consacré une émission spéciale entière à ces images, ainsi qu'aux interviews de Clary et Savage. Les téléspectateurs se sont branchés en masse et l'événement a cessé d'être un simple segment d'émission matinale pour devenir un véritable événement médiatique national. Les éloges ont afflué tout aussi rapidement. Oprah Winfrey, qui connaissait Gail depuis des décennies, a publiquement salué son calme et sa concentration. Ses enfants ont également appelé, stupéfaits par ce qu'ils avaient vu. Tous ses proches comprenaient de la même chose que le public. Gail avait toujours été forte. Mais cette interview a révélé sa force sous un jour nouveau. Elle n'est pas devenue virale uniquement grâce aux cris de Air. Kelly, elle a perduré parce que Gail a refusé de se laisser submerger par ses cris. Dans cette unique interview, elle a prouvé que la maîtrise de soi peut triompher d'un effondrement total. Et c'est pourquoi on s'en souvient encore. Des années avant que cette interview ne la fasse paraître inébranlable à la télévision, Gayle King avait déjà vécu une trahison capable de briser une vie en deux. En 1982, elle a épousé William Bumpus après une relation qui avait débuté l'année précédente. À ce moment-là, leur vie semblait prometteuse. Gail prenait de l'élan à WFSB-TV à Hartford, dans le Connecticut, et Bumpus gravissait les échelons du droit en tant que procureur général adjoint. Ils formaient un couple solide et ambitieux, avec des carrières stables et un avenir qui paraissait assuré. Au fil des années, ce tableau n'a fait que se confirmer. Leur fille Kirby est née, puis leur fils William Jr. est arrivé. Gail s'est investie pleinement dans son travail et sa famille. Elle présentait le journal télévisé, enchaînait les longues journées et se consacrait entièrement à l'éducation de ses enfants. De l'extérieur, tout semblait parfait. Il y avait une maison, une routine, un mariage et 2 carrières qui progressaient de pair. Gail croyait profondément en cette vie. Plus tard, elle a admis s'être investie corps et âme dans son mariage et ne pas avoir vu les fissures qui commençaient à apparaître. Même Oprah, proche de Gail depuis des années, a senti dès le début que quelque chose clochait. Elle a déclaré plus tard que lorsqu'elle les voyait ensemble, elle ne ressentait aucune joie dans leur mariage. Pourtant, elle garda ce sentiment pour elle. Gail était amoureuse, concentrée sur la construction de sa famille et convaincue de bâtir quelque chose de solide. Alors, elle continua d'avancer, confiante dans la vie qu'elle s'était construite. Puis vint cette nuit qui changea tout. Le 24 juin 1990, à 21h16 précise, Gail rentra chez elle et surprit son mari au lit avec une autre femme. Cela aurait suffi à la blesser profondément. Mais ce qui rendait la chose encore pire, c'était l'identité de cette femme. Ce n'était pas une inconnue. C'était une connaissance, une personne suffisamment proche pour faire partie de son univers. En un instant, Gail perdit confiance en son mari et en une amie qu'elle croyait bien connaître. Lorsqu'elle confronta cette femme, la réponse fut plus froide qu'elle ne l'aurait imaginé. Au lieu de honte ou d'excuses, la femme se contenta de dire « Je ne t'ai jamais aimé ». Ces mots marquèrent profondément Gail, car ils transformèrent de la trahison en quelque chose de plus profond encore. Ce n'était pas seulement de l'infidélité, c'était aussi une aversion cachée, une fausse proximité et une humiliation, tout à la fois. Le mariage était brisé, tout comme sa confiance envers son entourage. William Bumpus implora son pardon. Pendant un temps, Gail tenta de surmonter sa douleur. Elle suivit une thérapie de couple. Elle essaya de réparer les dégâts. Et pendant un certain temps, elle resta mariée plus longtemps que beaucoup ne l'imaginaient. Elle essayait de protéger sa famille, ses enfants, et de préserver ce qui était déjà en miettes. Mais la confiance avait disparu. Une fois ce socle fissuré, tout s'écroule. Le divorce a été long et n'a été prononcé qu'en 1993. Durant toute cette période, Gail était restée concentrée sur ses enfants.
Elle a veillé à les protéger des aspects les plus douloureux de cette histoire. Elle ne les a pas montés contre leur père. Elle n'a pas utilisé sa souffrance pour empoisonner leur relation avec lui. Au contraire, elle a continué à les faire passer avant tout, même en portant elle-même le poids de sa propre douleur. Cette douleur persistait, parfois de manière invisible aux yeux des autres. Plus tard, Gail a admis que cette trahison avait changé sa vision de l'amitié, notamment avec les femmes. Cela lui a rendu la confiance plus difficile à accorder. Cela lui a rendu plus difficile de s'ouvrir. Cette liaison était douloureuse. Mais ce qui restait le plus douloureux, c'était le fait que l'autre femme ait fait partie de son entourage et ait fait comme si de rien n'était. Ce genre de blessure ne guérit pas facilement. Des années plus tard, Gail évoquait cet épisode avec un humour pince sans rire qui ne faisait que souligner la douleur sous-jacente. Dans une phrase restée célèbre, elle plaisantait en disant qu'elle n'appréciait guère la femme qu'elle avait surprise nue avec son ex-mari le 24 juin 1990 à 21h16, mais qu'elle ne se souvenait plus des détails. La blague a fait mouche car l'heure précise était exacte. Elle s'en souvenait. Bien sûr qu'elle s'en souvenait. Certains souvenirs restent gravés à jamais. Puis, des années après la fin du mariage, Bumpus a présenté des excuses publiques. Il a déclaré être hanté par ses actes et les a qualifiés de choix déterminants pour sa vie. Il a félicité Gail pour sa gestion de la situation et pour avoir toujours privilégié les enfants et la coparentalité. Les excuses étaient importantes, mais elles n'ont pas effacé le passé. Gail avait déjà surmonté l'épreuve. Elle avait survécu, élevé ses enfants et reconstruit sa vie. C'est en partie ce qui rend son histoire si forte. Elle n'a pas laissé le succès public effacer sa souffrance intérieure, ni laissé cette souffrance l'empêcher de devenir celle qu'elle était destinée à être. Après le divorce, sa carrière a continué de progresser. Elle est devenue plus influente, plus forte et plus respectée. Mais derrière cette ascension se cachait une femme qui avait déjà été mise à rude épreuve de la manière la plus douloureuse qui soit. C'est pourquoi son calme, ces dernières années, paraissait si authentique. Ce n'était pas une façade télévisuelle. Il était le fruit d'un chagrin d'amour, d'une trahison, d'un apprentissage de la force intérieure face à l'effondrement de sa vie. Lorsque le public a vu Gail King assise en face de R. Kelly, refusant de s'effondrer, elle avait déjà passé des années à apprendre à garder son sang-froid, alors que tout autour d'elle menaçait de s'écrouler. Cette même trahison a continué de résonner longtemps après, même lorsque l'on pensait l'histoire enterrée depuis longtemps. En 2016, William Bumpus a présenté des excuses publiques des années après la fin de son mariage et ses paroles ont ravivé la douleur de l'affaire. Il a déclaré avoir été hanté par son choix et a admis que ses actes avaient bouleversé leur vie. Il a rendu hommage à Gail pour sa dignité, sa force et la façon dont elle avait protégé leurs enfants durant toute cette épreuve. C'était une rare prise de parole publique de la part d'un homme qui était resté jusque-là très discret. Et cela a rappelé à tous que certaines erreurs ne s'effacent pas avec le temps. Pourtant, les excuses n'ont pas mis fin à l'histoire. Au contraire, elles ont rouvert la porte sur une vérité plus profonde. Ce qui est arrivé à Gail en 1990 n'était pas une simple liaison. C'était une double trahison. Elle venait de son mari et d'une femme qu'elle croyait proche. Cette seconde blessure fut différente. C'est pourquoi la confiance est devenue plus difficile à établir par la suite. C'est pourquoi elle a admis plus tard qu'il lui était difficile de se faire de nouvelles amies. La liaison avait fait mal, mais la fausse amitié avait laissé une autre cicatrice. Malgré tout, Gail n'a jamais laissé cette blessure l'envahir. Elle a continué d'avancer. Elle a continué d'élever ses enfants. Elle a continué de bâtir sa carrière. Elle est restée prudente, certes, mais elle n'a pas laissé un seul moment terrible définir toute sa vie. Avec le temps, ses enfants sont devenus des adultes épanouis et la famille a trouvé la force de continuer. C'était important, car cela témoignait de la discipline et de la maîtrise de soi dont Gail faisait preuve bien avant que le monde entier ne la qualifie d'intrépide. Puis, des années plus tard, un étrange épisode s'est produit. Fin 2025. De fausses images générées par une intelligence artificielle ont circulé en ligne, montrant Gail en mariée et laissant même entendre qu'elle s'était secrètement fiancée à un homme mystérieux. Les photos paraissaient ainsi réalistes qu'elles ont trompé les gens au premier abord. Et bientôt, elle a commencé à recevoir des messages la félicitant pour un mariage qui n'avait jamais eu lieu. Ses propres enfants lui ont même demandé qui était cet homme. Gail a abordé le sujet publiquement avec humour. Mais derrière cette plaisanterie se cachait aussi une certaine tristesse. Après des décennies d'intérêt public pour sa vie amoureuse, on continuait de projeter une image idéalisée d'elle. À l'approche de la fin de l'année 2025, Gail King ne se contentait plus de gérer les souvenirs de son passé.
Elle devait également faire face à de sérieuses questions concernant son avenir. Son contrat avec CBS devait prendre fin en mai 2026. Et après plus d'une décennie passée à être l'un des visages les plus emblématiques de la télévision matinale, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles son rôle pourrait bientôt prendre fin. Pour de nombreux téléspectateurs, cette perspective était surprenante. Gayle était une présence tellement constante à l'écran qu'il était difficile d'imaginer les matinales de CBS sans elle.